Une nouvelle vidéo dans le cadre de la leçon de géographie sur les espaces productifs, métropolisation, littéralisation, etc. etc., etc. Et on passe en fait au grand 2 de la leçon qui s'intitule des espaces productifs interconnectés par des flux massifs. Donc on va parler de manière un petit peu plus précise de cette mondialisation dans laquelle l'économie se fait de nos jours en fait depuis une trentaine d'années. Et l'objet de cette vidéo, et qui correspond à la partie A, c'est de voir pourquoi il y a eu cette explosion des flux internationaux, cette très très forte hausse donc des échanges à l'échelle mondiale. C'est le sens du mot facteur qu'on peut traduire aussi par cause. Et la première cause de ce grand changement qui a eu lieu encore une fois dans les années 90 et depuis, c'est une nouvelle révolution des transports. Alors déjà, pourquoi nouvelle? Et parce qu'il y avait eu plusieurs précédemment. On peut penser à la révolution de l'apparition du train au 19e siècle et ensuite la révolution de l'apparition de la voiture et du camion au 20e siècle. Donc finalement, cette nouvelle révolution des transports, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle consiste surtout à une évolution du transport maritime, ou plus exactement de la manière de charger et décharger les navires. Cette photo-là, elle date de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale, et on y voit un métier qui a largement disparu aujourd'hui, c'était le métier de docker, c'est-à-dire des gens extrêmement mal payés, vous l'imaginez, de toute façon plus le travail est pénible, plus il est mal payé en général, qui sont en train de décharger ou de charger là peut-être un bateau. Et vous le voyez, ça se fait caisse par caisse à la main. À l'époque, il y avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Évidemment, aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a beaucoup moins de gens qui sont employés dans les ports, puisqu'on a choisi à la place d'employer des machines. En l'occurrence, ici, vous voyez ces gigantesques grues. Et l'invention formidable, formidable, pas pour l'emploi, mais pour l'efficacité du commerce, c'est l'invention de ces grosses boîtes que vous connaissez bien, je pense, qui s'appellent des containers, ou des conteneurs plus exactement en français, et qui ont la particularité de faire tous la même taille. Donc ils sont à une norme mondiale, ce qui en fait vraiment un objet très symbolique de la mondialisation. Le principe de ces conteneurs, c'est qu'on peut les mettre de manière complètement indifférente sur un bateau, sur un avion, non, je me reprends, ça, sur un avion c'est pas possible. Enfin vous pouvez essayer éventuellement, mais ça va être très très compliqué parce que ça ne passe pas par la porte. Enfin bref, donc je reprends, on peut les mettre sur un bateau, sur un train ou sur un camion. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Oui, donc ce porte-conteneur là, c'est un immense bateau et ces bateaux sont devenus de plus en plus grands au fil des années. Puisque vous voyez un petit peu sur ce schéma qui est en anglais, mais peu importe, on regarde juste les dessins. Dans les années 1950, quand ces containers ont été inventés, on pouvait en transporter environ 800 par bateau. De nos jours, on en est à 18 000 sur des navires qui sont de plus en plus. Ici donc une photographie en exemple, il s'agit du plus grand porte-conteneur français qui s'appelle le Bougainville et qui peut donc en avoir 18 000. Alors en général, ces grands navires, ils font surtout le trajet entre l'Asie de l'Est et l'Europe ou les États-Unis. Comme vous le voyez sur la carte, on se rappelle que l'usine du monde, c'est quand même encore la Chine, enfin en tout cas ça l'était jusqu'à la crise du coronavirus. Et il faut environ une quarantaine de jours pour un de ces gros porte-conteneurs pour lui faire traverser la planète en s'arrêtant vers sur pas mal de ports. Il y a aussi eu évidemment une très forte croissance du transport aérien, mais ça concerne plutôt les passagers. En fait, on n'utilise que peu les avions pour le transport de marchandises, tout simplement parce que c'est beaucoup plus cher. Oui, l'idée principale à retenir de la révolution des transports, c'est que ça concerne surtout les transports maritimes. 80% du commerce mondial se fait par bateau. D'accord? Parce que lui, il est très peu cher. C'est-à-dire le prix du transport a baissé, et puis le coût du transport de, par exemple, un téléphone portable qui a été assemblé en Chine pour être acheminé jusqu'en Europe, le coût du transport, il est dérisoire, ça représente rien, puisqu'il y a 18 000 boîtes, 18 000 conteneurs qui sont mis sur ce bateau, donc je vous laisse imaginer le nombre de téléphones portables qu'il y a dedans.
En fait, importer quelque chose de Chine aujourd'hui, c'est pas cher. Et ça, c'est vraiment été un facteur fort de la mondialisation. Pour finir sur les avions, on s'en sert surtout pour transporter des denrées périssables, des choses comme des fleurs ou des fruits par exemple, ou alors vraiment quand il s'agit d'aller extrêmement vite, mais en général c'est toujours pareil, c'est pour les riches. Alors deuxième révolution, qui est très liée à la première, c'est une révolution dite logistique. Euh, je, je sais que vous savez ce que c'est. En ce qui me concerne aujourd'hui, je vais surtout parler de la logistique des transports, l'organisation des transports. Justement, grâce à ces containers, on a développé une manière toujours plus efficace d'organiser les échanges en faisant en sorte qu'il y ait le moins de pertes de temps possible. Du coup, sur tous les territoires, en tout cas les territoires riches et développés, il existe aujourd'hui des plateformes multimodales qui sont des espèces de gigantesques gares et entrepôts où on essaye de connecter de la manière la plus efficace possible les différents modes de transport. Par exemple, ici, vous en avez une dans le Pas-de-Calais, donc on est tout à fait au nord de la France et donc très près du cœur économique de l'Europe. Et dans cette plateforme logistique, la définition apparaît ici, les marchandises peuvent très facilement changer de mode de transport. Il s'agit, c'est comme si on jouait au Lego avec ces gros conteneurs, et aujourd'hui ça se passe comme ça. De manière un petit peu plus générale, et pour introduire ou rappeler une notion que vous avez déjà vue, le terme anglais qui s'appliquerait à ces lieux où le changement de mode de transport est facile et où du coup les échanges sont nombreux, c'est le nom de hub. On peut définir ça comme un gigantesque carrefour. Dans le fond, toute grande ville ou toute grande gare ou tout grand aéroport est en soi un hub. On peut y arriver en car, repartir en avion, etc. Donc ça, cette organisation en hub, c'est vraiment un élément essentiel de la logistique mondiale. Il y a des aéroports qui servent vraiment à redistribuer tous les flux à l'échelle mondiale. Londres en est un. Et alors celui qui est un petit peu moins connu du grand public, mais qui est très important pour le transport de marchandises, c'est l'aéroport d'Anchorage, qui est en Alaska en fait. Et donc il n'y a que les marchandises que ça intéresse, mais il y a un trafic aérien immense en Alaska parce qu'on se sert de cet aéroport pour voilà, redistribuer les marchandises dans le monde entier. Troisième point que vous allez, j'en doute pas, très très bien comprendre, c'est bien sûr la révolution numérique. Alors la révolution numérique, c'est probablement la troisième grande révolution industrielle de l'histoire. La première, ça a été l'invention de la machine à vapeur qui marchait au charbon. La deuxième, l'invention de l'électricité et du moteur à explosion qui marchait au pétrole. Bon, ben, la troisième, c'est l'invention de l'ordinateur, d'Internet et des téléphones portables. C'est assez récent historiquement. Ça date en gros de quand j'étais gamin, moi. C'est-à-dire que quand j'étais petit, un ordinateur, ça ressemblait à ça. Voilà. Pour s'allumer, ça mettait 3/4 d'heure, et puis on pouvait quand même pas faire grand-chose. Alors on les garde maintenant, mais en souvenir pour poser des choses dessus, parce que ça marche plus très bien. Internet, ça ressemblait à ça, à la fin des années 90. Et pour charger une page comme ça, pareil, il fallait 5 minutes. Bon, évidemment, de nos jours, la technologie avance à très très grands pas. On est capable de faire ces ordinateurs portables souples maintenant. Enfin bon, on n'arrête pas le progrès. Ça, c'est des domaines où vous vous y connaissez beaucoup mieux que moi. De fait, vraiment les flux d'informations qui maintenant peuvent circuler pratiquement en temps réel entre l'Europe et l'Australie, par exemple, ça c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Pour encore une fois parler de mon enfance, moi quand j'étais gamin, ça coûtait plus cher d'appeler en Corrèze que d'appeler à Limoges. Vous voyez. Donc on a vraiment complètement changé d'époque. Et ces flux d'informations, ce sont vraiment les seuls qui continuent sans s'arrêter d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter à l'échelle du monde. La preuve, même avec l'épidémie de coronavirus, et même je dirais avec l'épidémie de coronavirus, ça continue d'augmenter très fortement, alors que le reste des échanges mondiaux a énormément ralenti, évidemment. Petit point d'histoire encore assez rapidement sur l'évolution de la téléphonie mobile en une vingtaine d'années. Bon, moi j'ai eu mon premier portable quand j'ai eu le bac
en 99. Ça ressemblait, alors pas à ça quand même, ça c'était plutôt dans les années, fin des années 80, début des années 90. Ça s'appelait un bebop. Pour le faire marcher, il fallait aller en gros près d'une borne qui était située dans la rue, avec les hommes d'affaires qui avaient ça. Ça, c'est le fameux Nokia de la fin des années 90. On pouvait jouer au serpent dessus, c'était assez marrant. Et puis, bon, voilà à quoi ça a ressemblé au petit à petit. L'entreprise qui a vraiment tout changé, c'est l'entreprise Apple, qui a commencé à développer des portables à écran tactile. Et là, évidemment, on n'arrête pas de modifier les technologies, de les améliorer. Ça permet ensuite de faire marcher le commerce, d'avoir des gens qui en achètent toujours des nouveaux. C'est toute une économie que vous connaissez très bien. Dire un mot un autre élément du contexte qui a changé, il n'y a pas que des évolutions technologiques, il y a aussi eu l'apparition d'un nouveau contexte politique mondial depuis les années 90. Euh, ce, qui, euh, euh, ce qui a gagné dans les années 90, c'est le capitalisme. Euh, Au XXe siècle, il y avait en gros deux modèles économiques et politiques qui se sont combattus, le capitalisme contre le communisme, et en 1989, eh bien, le mur de Berlin qui symboliquement divisait le monde en deux entre les capitalistes et les communistes, il s'est effondré parce que le système communiste s'est effondré lui aussi. Et à partir de ce moment-là, les échanges mondiaux ont été vraiment facilités, c'est-à-dire qu'on a ouvert beaucoup de frontières. Le meilleur exemple d'ouverture des frontières, c'est la création de ce qu'on appelle une zone de libre-échange comme l'Union européenne, où voilà, pour commercer entre l'Allemagne, la France et d'autres pays d'Europe, c'était extrêmement facile, sans droit de douane, etc. Finalement, le monde est devenu tellement capitaliste que même les pays communistes comme la Chine, qui est toujours gouvernée par le Parti communiste, sont devenus aussi des grands acteurs du capitalisme mondial. Le sens de ce dessin de presse que je vous montre là, c'est en fait un jeu de mots en anglais sur la grande muraille de Chine, qu'on appelle en anglais The Great Wall, et qui devient dans ce cartoon The Great Mall, et mall en anglais, ça veut dire un gigantesque centre commercial. Donc voilà, pour toutes ces raisons, la mondialisation s'est fortement intensifiée en une trentaine d'années. Ça a complètement changé la géographie de l'économie. Évidemment, aujourd'hui, en mars 2020, on peut se demander si la crise du coronavirus, avec tout ce qu'elle révèle de problèmes liés à cette mondialisation trop forte des échanges, on peut se demander si la crise ne va pas modifier les choses. Mais ça sera dans le futur qu'on aura la réponse.